Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Dans l'émission qui s'appelle Les Arts locaux, nous recevons différents artistes aux multiples disciplines, des auteurs ou encore des peintres, pour partager avec vous leurs passions et leurs arts. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Claude Méry, photographe. Bonjour Claude. Et Delphine Méry, éducatrice spécialisée et formatrice. Bonjour Delphine, bonjour Claude. Bonjour Romain. Un grand merci à tous les deux d'être parmi nous, d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Alors, Delphine et Claude, vous êtes ici pour nous présenter un projet. Quel est ce projet ? Eh bien, tout simplement, nous avons en commun l'intention de co-rédiger un livre photo qui pourrait parler des personnes qui ont des choix de vie atypiques, par défaut ou par choix. Et l'idée serait de mettre en valeur des parcours de vie en lien avec le nomadisme ou au contraire des choix de vie tels que la vie dans un camion, la vie dans un squat, la vie dans la rue, la vie tout simplement un petit peu hors norme. Donc l'idée, ça serait de rédiger des textes, de faire des photos et d'illustrer avec un autre membre de la famille qui serait illustratrice de ce livre. Et la finalité de ce livre serait de pouvoir faire un fonds solidaire pour les personnes en situation de précarité et qui pourrait permettre d'avoir des actions qui permettraient de soutenir des projets ou de soutenir des personnes qui en auraient la nécessité. Donc, photographie, texte, illustration. Les photos et les textes permettront de mettre en valeur des personnes sous un nouveau jour. Et donc, finalité, permettre de lutter contre l'isolement. C'est bien ça, isolement, précarité. C'est ça. Alors, on y reviendra sûrement tout à l'heure sur de comment est né ce projet, mais l'idée c'est vraiment de démontrer comment on arrive à mettre de la beauté derrière des personnalités qui pourraient paraître des fois hors normes ou avec des modes de vie qui pourraient ne pas être forcément intéressants. Mais nous, on a envie d'illustrer la façon dont les personnes ont envie de se démarquer en fait de la normalité. Alors, avant de vous demander comment est né ce projet, est-ce que vous pouvez nous parler de vos parcours respectifs ? Alors Claude, tu es photographe, comment es-tu arrivé à la photographie ? En quelques minutes. Hein. Oui, j'ai toujours plus ou moins pratiqué la photo. Bon, c'était la photo familiale à l'époque de l'argentique. Et en finissant ma carrière à l'hôpital où j'étais aide-soignant, j'ai fait une formation en photo. Et mon amour de la scène musicale m'a fait conjuguer les deux. Et je suis devenu un peu spécialiste de photos, de spectacles et de scène musicale. Et donc voilà, me voici catapulté un peu spécialiste de la photo de spectacle. Et pour ce projet, ce sera la première fois que tu pourrais être édité, c'est ça ? Oui, ça serait une première, effectivement, oui. Et Delphine m'a un peu mis le pied à l'étrier de ce genre de photos. Mais en même temps, il y a plusieurs années, effectivement, j'avais toujours eu un penchant pour cette photo dite sociale, dans la mesure où j'avais commencé déjà un reportage sur les saisonniers qui vivent en camion, notamment dans les stations de sport d'hiver. Donc c'est juste un retour un petit peu aux sources, pour moi, en matière d'images de ce type-là aussi, quoi. Et toi Delphine, de ton côté, donc tu es éducatrice spécialisée, qu'est-ce qui t'a donné envie de te diriger vers ces accompagnements ? Alors, j'ai été diplômée, j'étais toute jeune, j'avais 21 ans, j'ai été éducatrice spécialisée depuis donc toutes ces années, ça fait une vingtaine d'années maintenant que je fréquente les publics en grande précarité, des jeunes, des moins jeunes, des parents, et toute petite, je crois qu'on pouvait déjà me dire de moi que je pouvais parler à n'importe qui, même sans comprendre la langue de la personne avec qui je parlais. Je pouvais aussi être admirative devant des situations, des scènes de vie qui pourraient paraître complètement décalées. Et je trouvais ça toujours très beau et j'avais toujours envie d'aider les autres. Et je crois que ça m'a toujours accompagnée depuis ma tendre enfance.
Donc le métier d'éducatrice spécialisée, finalement, il est venu très très tôt en fait en moi, et il n'y a eu jamais aucun doute sur ce que je voulais devenir. Ces dernières années, on va dire que j'ai eu la possibilité de construire ma carrière différemment. Je suis devenue formatrice depuis le mois de septembre, donc j'ai lâché un peu ce premier métier de cœur, mais je continue à former des professionnels dans le monde social, et j'ai toujours un lien avec les publics que j'accompagne depuis longtemps, parce que c'est un petit peu par la force des choses que je ne peux pas vraiment lâcher les gens avec qui j'ai eu autant de liens. On va parler de ce projet. Alors comment est né ce projet de livre, cette initiative de créer Je commence. Bah oui. Delphine. Bon. C'est Delphine à l'origine, hein, bien sûr. Bah, disons que c'est une association de plein de choses. Dans les années 2010 environ, avec des collègues professionnels sur Briançon, on avait l'intention de soutenir des projets solidaires avec des personnes en situation de handicap, précaires, qui avaient peu l'habitude d'être mises en valeur. Et on a eu un partenariat avec l'association Village des Jeunes, qui avait à l'époque des chalets d'altitude qui étaient plus ou moins abandonnés. Et on a réfléchi à un projet qui pouvait permettre de rénover l'un de ces chalets. Et on a créé une association qui s'appelle Association Hollywood. Et pendant plusieurs années, et au travers notamment une première subvention, on a accompagné bénévolement des publics précaires du Briançonnais rénover ce toit, donc un petit chalet canadien, avec l'objectif de les valoriser, de leur permettre de se reconstruire au travers la rénovation d'un toit. Donc il y avait un jeu de mots entre le toit, T-O-I-T, et puis l'enjeu de pouvoir démontrer qu'ils avaient des réelles compétences, qu'ils avaient aussi des capacités à se mettre en valeur, et c'était vraiment un projet solidaire qui a permis de reconstruire un chalet, sa toiture, etc. À ce moment-là, je crois que je me suis rendu compte que ces personnes-là, elles avaient peu l'opportunité de se valoriser, d'être devant un écran, d'être devant... voilà, on est passé dans le Dauphiné. À l'époque, on a eu un petit peu les faisceaux qui leur éclairaient un petit peu une autre façon d'être. Et je me suis rendu compte que c'était très valorisant pour eux. Et l'image est venue rapidement dans mon esprit en me disant que peut-être la photographie, la vidéo, en toute forme de média possible, pouvait venir ancrer et immortaliser finalement ces formes de vie. Donc la photographie est dans ton esprit. Logiquement, tu te diriges vers Claude. Tout à fait. Qui est toujours présent et partant pour tous les projets. Et donc, quelle a été ta réaction lorsque Delphine t'a proposé de participer à ce projet ? Moi, j'étais enthousiaste tout de suite, bien entendu, oui, parce que c'est des sujets qui me touchent énormément. Et c'est vrai que j'ai dit banco, on y va. Et pour moi, personnellement, ça m'apporte énormément d'avoir des contacts avec ce genre de population, parce que j'ai toujours été dans cette sensibilité de par ma carrière déjà à l'hôpital, hein, le désarroi de la maladie, mais là pour le coup c'est le désarroi de la précarité, et donc l'humain et tout, enfin le désarroi de l'humain m'émeut énormément. Et donc j'ai tout de suite vu l'opportunité de faire des images et de mettre en valeur des gens qui étaient dans l'ombre, comme tu le dis si bien, quoi. Et dans certains cas, effectivement, de redonner une beauté à des personnages qui s'oublient, quoi, hein, effectivement, qui ont tendance à s'oublier. Et puis pour compléter, il y a plein de situations au cours de ma carrière où je me suis dit, mais là, mon Dieu, mais c'est pas pensable. Je pense que personne peut se rendre compte à quel point l'humain peut vivre dans des conditions des fois indignes, ou des conditions où on pourrait ne plus voir en fait la douleur, la couleur des gens, et voilà, pour moi, il y a des choses qui sont impensables. Enjamber les SDF sans même remettre de l'humanité derrière cette personne. La photographie, pour moi, est un moyen aussi de mettre en lumière la beauté des gens, l'âme des gens, et pas que la clochardisation, l'impact que ça peut avoir sur le corps, que la maladie, la psychiatrie, enfin, etc. Et de voir autre chose. Et il me semblait que la photo, illustrée par mon papa, pouvait permettre de mettre de la beauté derrière ça. En fait, moi, je suis juste le technicien, quoi, un petit peu. J'essaye de traduire les sentiments que Delphine a
Et j'essaye de mettre en pratique et d'imager ça, effectivement, de traduire ces sentiments. Donc ce livre concernera des personnes qui ont fait le choix de vivre différemment. Ou pas. Ou pas. Et également qui n'ont pas eu ce choix. Il y a eu un processus, effectivement. Dans le projet, il y a eu un processus. Au début, je me permets du coup de rebondir, mais au début, l'idée, c'était vraiment de mettre en lumière la grande précarité et de pouvoir valoriser ça. Mais en associant mon papa dans la photo, ça s'est un peu transformé avec l'idée de pouvoir... Parce que moi, j'avais d'autres démarches de mon côté, ça. Un petit peu indépendantes. C'est un petit peu, moi, je suis attiré par les populations un peu hors normes. Les gens qui concrétisent leurs rêves et qui mènent à bien leurs rêves. Et donc, je suis toujours émerveillé par ce style de personnage. Et donc, on ouvre un petit peu d'autres chapitres sur d'autres horizons, des gens qui, eux, par contre, ont choisi leur mode de vie, c'est-à-dire des gens qui sont nomades, des gens qui ont une philosophie de vie qui les amène sur des styles de vie complètement différents. Je pense à un ermite qui est en autonomie complète, énergétique et alimentaire. Je pense à une petite famille de nomades qui vivent à 5 dans un camping-car avec 3 filles qui sont adorables. Je pense à ce grand monsieur qui pour moi est le père Guy Gilbert, qui a consacré toute sa vie quand même à sauver des jeunes de la rue. Je pense aussi, mais de manière, on va essayer de mettre un petit peu en évidence la philosophie d'un Damasio qui a une philosophie de la vie avec l'humanité et ses recherches sur l'intelligence artificielle qui vont à l'encontre un petit peu de notre humanité, justement. Et donc, il est un petit peu à contre-pied. Son style de vie est à contre-pied de cette évolution technologique. Je pense aussi à un autre personnage que j'aimerais bien mettre en lumière. J'espère que ça va aboutir. C'est ce médecin qui a fini sa faculté de médecine à 66 ans et puis qui consacre sa vie un petit peu sur une petite île en Bretagne et qui soigne des gens d'une île, voilà. Enfin bref, voilà, des gens qui ont des parcours de vie qui sont vraiment hors normes pour moi et que j'aimerais mettre en lumière, ouais, effectivement. Avez-vous déjà trouvé un titre pour ce projet de livre? Alors, autant il y a des choses où on n'est pas d'accord, autant sur ça on est plutôt d'accord. Le titre du livre s'appellerait « Sans toi ». Donc, sans toi, il peut y avoir plusieurs interprétations à ce Tout à mot. fait. Alors pour moi, c'est sans toi, c'est 1001 façons de pouvoir vivre, justement. C'est bien ça, cette ouverture que je fais à sans toi, c'est 1001 manières de vivre. Sans toi, on peut l'interpréter aussi avec une petite notion de solitude aussi, effectivement, sans toi. On peut l'interpréter de 1001 manières pour moi, mais surtout 1001 manières, façon de vivre. Voilà. Et c'est surtout ce côté-là qui m'intéresse, ouais, effectivement. Et toi, Delphine, comment tu perçois, comment tu ressens ce titre? Je le perçois plutôt de deux façons nuancées. Je dirais que le sans toi avec TOIT, pour moi, ça correspondait vraiment au fait d'avoir un habitat, un toit, quelque chose en dur, mais donc sans toit, on pourrait représenter celui qui n'a pas de chez soi, pas lui appartenant en tous les cas, donc c'était un jeu de mots qui venait aussi symboliquement nuancer le « a-t-on choisi d'avoir une maison ou pas ?» Voilà, et le sans toit, évidemment, ça représentait pour moi tout ce qui serait de l'isolement, de la fragilité aussi des liens amicaux, familiaux, dans les parcours de vie que j'ai accompagnés. Oui, il y a effectivement un grand sentiment d'isolement de la part des populations que j'ai pu accompagner. Mais il y a peut-être ce lien aussi, parce qu'on parle de solitude pour les personnes qui vivent dans la rue. Il n'y a pas toujours ce lien avec la solitude? Pas du tout. Non.
Par contre, la notion de rupture et la notion de parcours de vie qu'ils ont ensuite est souvent liée à une déchirure, à une rupture en fait, dans le socle en fait, qui amènerait les situations de rue ensuite. Il y a quand même une grosse notion de perte, de deuil, de rupture dans les prémices. Avant de pouvoir dire c'est un choix de vie, il y a quand même souvent, dans presque la majorité des cas, une notion d'isolement et de rupture, mais qui se consolide avec des nouvelles rencontres qu'ils font dans la rue. Et la rue est évidemment un lieu de socialisation important, et heureusement que la rue leur permet d'avoir une existence. Et dans l'idée de Sans toi, TOIT, donc si on part du principe que c'est en lien avec des personnes qui ont fait un choix de vie, de vivre différemment, est-ce qu'il n'y a pas cette forme de révolte contre un système ? Bon, la révolte, pour moi, c'est un sujet qui est récurrent. Oui, effectivement, ça fait partie de mes moteurs. Hein. Moi, j'ai souligné des mots-clés, c'est utopie, anticonformisme, mais révolte et résistance, effectivement, font partie aussi de mes... un peu de mes sujets de prédilection, dans la mesure où effectivement c'est des gens qui essayent d'échapper à un système actuel qui s'est mis en place mais qui s'intensifie à l'heure actuelle, et moi j'aime bien cette notion là d'échapper au système. Voilà. Si je me focalise sur cet ermite qui vit dans le Mercantour, c'est parce que c'est quelqu'un qui a fait ce choix et qui, me semble-t-il, est en résistance contre un système, quoi. Un système qu'on nous impose et que lui refuse et réfute. Il veut vivre autrement, et c'est son choix, effectivement. Et dans l'histoire de rebondir sur le sans toi avec TOIT, on peut l'écrire sans, le chiffre 100, encore une fois, c'est-à-dire une multitude de façons d'habiter notre planète Terre aussi. Et puis dans les gens atypiques qu'on rencontre au fur et à mesure du projet, mais de nos parcours de vie, je me rends compte qu'il y a quand même un dénominateur commun. Ça serait aussi le minimalisme en fait dans lequel les gens s'inscrivent, par choix ou par défaut hein, d'ailleurs. Et du coup, une fois qu'on a enlevé un peu tout le superflu de la vie, hein, le fait de parler de son logement, de son emploi, de sa vie familiale, enfin bref, de plein de choses, on se rend compte qu'on atteint l'humain d'une autre façon et qu'on a des sujets de conversation beaucoup plus profonds. Et moi, ce qui me touche vraiment, je suis admirative des gens qui arrivent à se séparer du conformisme, en fait, avec l'idée qu'avec un rien, on peut vivre de plein de choses, et d'être admiratif de la simplicité que ces gens ont, en fait. Mais que ça soit dans les parcours de vie et de précarité ou pas, d'ailleurs. Dans les deux cas, ça fonctionne. Les nomades qu'on rencontre, qui sont heureux en camion, et qui vivent avec 3 fois rien, leur sourire en dit long en fait sur leur bonheur, et du coup je suis admirative parce que je crois ne pas être capable de ça moi à l'heure actuelle. Avez-vous déjà une idée de la première de couverture ? Ça va être compliqué le choix, effectivement, parce que en fait le choix d'une photo risque d'être amené à se cantonner à un sujet précis. C'est-à-dire que si on prend un portrait, par exemple, de quelqu'un sans abri, ça va nous cantonner à un livre sur les sans-abri, alors que effectivement c'est un chapitre de ce livre, mais on a envie d'ouvrir sur d'autres modes aussi. Donc ça va être très compliqué. Mais moi je mettrais bien effectivement une photo plus généraliste avec des mots-clés. Effectivement, un peu comme des autocollants de valises de voyageurs. Je verrais bien ça comme ça. C'est-à-dire nomade, hors norme. Enfin voilà. Moi j'y verrais un peu comme ça, quoi. Un peu des autocollants un peu de tous les côtés sur la couverture avec des mots-clés. Delphine et Claude, avant de feuilleter les pages de ce futur livre, on va effectuer une première pause musicale. Et comme cette émission, c'est votre émission, je vous ai proposé de choisir 3 chansons, 3 musiques, et vous avez choisi Oiseau de Bertrand Belin. C'est bien ça ? Oui, que j'affectionne particulièrement. Il y a une raison à ça, donc une chanson que tu aimes ?
Non, c'est une chanson qui me parle beaucoup, qui me fait beaucoup rêver. Ouais. Je sais pas pourquoi, je sais pas expliquer pourquoi. Comme bon nombre d'autres choix, ça m'évoque beaucoup de rêves, beaucoup d'images, effectivement. Et on va rêver avec Oiseau de Bertrand Belin. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Si j'étais un oiseau, je survolerais les villes, je survolerais les campagnes, les parkings, d'autres parkings, les monuments, les chantiers, je survolerais les chantiers. Si j'étais un oiseau, même tout petit, je survolerais le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse, les avions de ligne. Je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau si j'étais un oiseau. J'étais un oiseau, mais je ne suis qu'un serpent, et ma vie est à terre, mon ventre est sur la pierre, où je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent, et de muse en mue, de prairies en prairies, je perpétue mes hécatombes. D'ailleurs je mange les œufs de colombe. Si j'étais un oiseau, cuit, 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 cuit. Cuit, 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 cuit. Cuit, 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 cuit. Et vous êtes toujours dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Claude Méry, photographe, et Delphine Méry, éducatrice spécialisée et formatrice, réunie autour d'un projet de livre pour mettre en valeur des personnes qui ont des modes de vie atypiques ou alternatifs. Alors, Delphine et Claude, dans cette deuxième partie de l'émission, on va rentrer dans le projet. Alors, c'est important de préciser à nouveau que ce projet ne concerne pas uniquement des personnes en difficulté sociale, concernera également des personnes qui ont fait un choix de vivre différemment. Alors, tout d'abord, concrètement, comment se déroulent les rencontres de ces personnes? Est-ce que c'est suivant vos aventures respectives, vos voyages, ou de par ton travail, Delphine?
Alors, je commence, papa? Oui. Je dirais les deux. En fait, là, on est vraiment synchro pour ça. Donc moi, je dirais que la première partie sur laquelle on s'est attelé ces derniers mois a été la rencontre avec les personnes accompagnées, dans la mesure où ça a été partie, on va dire, facilitée par le lien que j'avais avec eux et la possibilité que j'avais d'être régulièrement au quotidien dans leur rencontre. Donc là, ça s'est fait très naturellement, en fait. Je leur ai indiqué qu'ils allaient faire la une d'un super livre photo avec le plus grand artiste qui était mon papa. Et ils ont été honorés, en fait, d'avoir la possibilité de se mettre en valeur autour de l'appareil photo qui a été... On y est allé quelques fois ensemble. Le fait que je sois médiatrice du lien a grandement facilité le fait que mon papa a pu prendre des images à ce moment-là dans les rencontres. Il s'est complètement intégré, en fait, à une journée type qu'on pouvait... avoir. Alors, j'ai pas précisé que dans mon métier d'éducatrice spécialisée, pendant 20 ans, j'ai été éducatrice de rue. Donc ça consiste à sillonner les rues et aller à la rencontre des populations et des personnes en situation de marginalisation, en errance ou en difficulté sociale. Donc c'est une habitude pour moi que d'aller les rencontrer sur leur territoire de vie, que ce soit dans les squats, dans les parcs, dans les lieux de manche ou dans les habitats. Il y a déjà une confiance qui est instaurée. Il y a déjà une confiance qui est instaurée. Ils ont l'habitude que je leur envoie un peu des projets depuis plein d'années avec la possibilité de mettre un peu des paillettes dans leur vie. Moi, j'appelle ça mettre de la vie là où il n'y en a plus. Et c'est aussi de leur permettre de rêver et d'avoir des ambitions parce que la routine de ces vies fait qu'on fait la manche, on cherche un squat, on rencontre ses collègues, on s'achète à manger, on essaye de nourrir le chien. Donc c'est souvent jalonné d'une quotidienneté qui est très... orchestrés, on va dire, mais du coup, on leur propose rarement aussi de se dire « Allez, on fait une expérience, on va un peu au-delà de ces chemins battus et on va expérimenter quelque chose. » Et moi, j'aime bien leur proposer de faire un défilé de mode, d'aller faire une randonnée, d'aller passer la journée ailleurs, en tous les cas, ce que j'appelle mettre un peu des paillettes dans la vie. Et quand je suis venue, je leur ai dit « Aujourd'hui, il y a mon papa qui est photographe qui va venir vous photographier. » Ça n'a posé aucun souci. Et toi, Claude, c'est un mouvement un peu différent ? Lorsque c'est plus des rencontres. Alors moi jusqu'à ce que Delphine me propose effectivement ce reportage, moi je côtoyais des populations qui m'intéressaient au niveau de la photo, c'est-à-dire que c'était un petit peu mon quotidien, c'est de fréquenter des gens qui ont des modes de vie alternatifs. Et donc, de façon naturelle, je les prenais en photo dans leur quotidien, mais aussi dans des exceptions. Je pense au mariage de nos nomades amoureux qui vivent ensemble en camion. Et donc, ils ont fait un premier non-mariage. Après, ils ont fait leur vrai mariage. Et donc, je côtoie ces gens-là depuis fort longtemps et j'ai eu l'occasion de les mettre en image. Et donc, ils feront partie aussi un petit peu de ce projet de livre. Je pense qu'ils auront leur part dans ce livre. Mais je pense aussi, par exemple, à Marion, qui aussi a un mode de vie qui est un petit peu hors norme et que j'aimerais mettre en lumière. C'est son côté Maréchal Ferrand et chanteuse. Donc que j'apprécie beaucoup. Enfin bref, c'est des gens qui m'émerveillent, quoi, tout simplement. Des coups de foudre. Quoi. Oui, c'est des coups de foudre. C'est des coups de foudre sur des modes de vie, sur des gens qui vivent ce qu'ils ont envie de vivre et qui font fi du qu'en dira-t-on, de la pression du système. C'est-à-dire qu'ils se font leur choix eux-mêmes, on ne leur fait pas à leur place, quoi. Et ça, moi, j'adore, quoi. J'adore ce genre de personnage. Et avec mon papa, on se rejoint complètement sur ça. Et voilà. C'est vrai qu'on s'appelle, par exemple, une fois je sors de mes courses, je trouve un âne garé à la place d'une voiture, et qu'est-ce que je fais en premier? C'est j'appelle mon papa, savoir si on peut aller le chercher pour faire un reportage photo. Voilà, avec l'idée de l'interviewer et de demander c'est quoi sa démarche, pourquoi. Et effectivement, on se rend compte que c'est un homme tout à fait banal qui fait le Tour de France depuis 2 ans avec son âne. Et ça, c'est passionnant pour nous. Et donc, vous les accompagnez dans leur quotidien, c'est ça? Toute la journée, ça peut, vous entrez dans leur univers. Déjà, il faut déjà se faire accepter. Déjà, c'est prendre contact avec eux, discuter, se faire accepter. Puis effectivement, en deuxième temps, c'est essayer de faire des images
qui soit valorisante déjà, et puis qui soit, comment dire, qui veuillent bien se laisser prendre en photo, effectivement, et qu'on ait leur autorisation pour les publier. Ça, c'est un deuxième... Et ça, c'est important de préciser. Lorsque vous prenez des photos, la personne photographiée valide Oui. la publication de cette photo. Alors, au départ, pas tout le temps, non, parce que au départ, quand j'ai pris par exemple le mariage de René Hanouk, effectivement, il n'était pas question de les mettre dans un livre. Ben, par contre, ça fait partie maintenant un petit peu des démarches à faire pour obtenir leur approbation, effectivement. Ouais. Mais bon, là, de façon implicite, on l'a. Il n'y a pas de problème. Et pour les personnes en difficulté sociale, est-ce que ce n'est pas compliqué d'aller dans leur lieu de vie ? Alors ça dépend lesquels, et ça dépend qui. Il y a les deux. En fait, il faut se dire que dans le monde de la rue, il y a autant de situations que de personnalités et que de façons de vivre la rue, en fait. Il y a des personnes très pudiques qui vont pas donner lieu à leur intimité et pour lesquelles ça va être compliqué d'aller dans leur lieu de vie. Mais quand le lieu de vie est un bout de trottoir abrité par un balcon, il n'y a pas de difficulté à aller à sa rencontre en fait dans ce lieu-là. Moi, pendant des années, j'ai pas pénétré les lieux de squat, par exemple. Et quand il s'agit de mettre en sécurité une personne pour laquelle c'est nécessaire d'appeler les pompiers ou on s'immisce. Comme si on rentrait chez quelqu'un, en fait, dans un squat, on est invité chez eux, même si on n'est pas ni chez nous ni chez eux, on s'invite quand même un peu dans leur intimité et c'est nécessaire de leur demander. Les lieux de squat sont des lieux qui sont très abîmés, qui sont très souillés, où ça vient toucher à sa dignité. Et donc on n'y rentre pas comme ça en fait, parce que c'est complexe pour les personnes qui sont elles sont atteintes dans leur intégrité quand on rentre dans ces lieux de vie, parce que on a beau dire ils savent que c'est dégueulasse, excusez-moi du terme, mais ils le savent pertinemment que c'est dégueulasse, et ils savent qu'on est accueilli dans un endroit qui est insalubre, et ils s'en rendent compte souvent. Donc ce qui est impénétrable, on n'y rentre que quand on a le lien de confiance, je pense, et quand on a la capacité de ne pas avoir de jugement en fait sur ce qu'on traverse avec eux à ce moment-là, de ne pas faire de réflexion sur ce qu'on constate qui est juste inhumain en général. Mais ils n'ont pas tous des lieux de vie comme ça, bien au contraire. Moi j'ai rencontré des fois des personnes qui avaient des lieux de vie où on se rend compte, par exemple, je connais un jeune homme qui est sans domicile fixe et qui va, par exemple, tous les matins plier ses couvertures en 4, qui va les ranger dans un sac au propre, qui va prendre soin de balayer, etc. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a autant de façons de vivre que de personnalités. Et est-ce que vous avez déjà eu des refus ? Ou bien les personnes acceptent généralement ? On n'a pas eu de refus. Non. Mais... Jusqu'à présent, non. Par contre, il peut y avoir beaucoup de pudeur sur la publication. Moi, je pense à des femmes ou des hommes pour lesquels la famille ne sait pas la situation de vie des membres de cette famille. Donc il peut y avoir des mamans à la rue dont les enfants ne savent pas qu'ils sont à la rue, au contraire des papas qui ont des enfants qui ne vivent pas la même ville et qui n'ont pas connaissance des conditions de vie de leur papa. Et du coup, leur plus grande crainte, ça serait « mais si quelqu'un de ma famille tombe sur les photos, on va savoir que je suis abîmée ». Et voilà, je pense que la plus grosse crainte, elle est de venir les rassurer sur ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils sont, et de comment on pourrait montrer qu'ils sont malgré tout beaux derrière la façade qui peut être des fois très abîmée. Et quels sont les retours des personnes que vous avez photographiées ? En général, c'est toujours favorable. Enfin, je sais pas, dans ton cas, dans le cas des petits protégés de Delphine, effectivement, c'est une valorisation. Ils ressentent ça comme une valorisation. Je pense à cette femme-là, qui était jeune, que j'ai pris en photo il y a plus d'1 an maintenant, qui devait être une très belle femme, qui était un petit peu abîmée par la vie, bien sûr. Mais j'avais, encore une fois, je me répète, mais j'avais l'impression de lui rendre une beauté qu'elle avait, à l'origine qu'elle avait. Et je pense qu'elle était super contente que je la prenne en photo, et cette façon de la valoriser. Ouais. Il y aura du texte également ? Oui, l'idée, ça serait ça.
Est-ce que ce sera des retranscriptions d'échanges? Alors pour le texte, je suis pas encore décidée, on n'a pas encore complètement débattu sur la forme que ça peut prendre. En tous les cas, moi je voudrais pas être dans un texte fataliste, un texte qui pourrait dénaturer, je voudrais pas non plus finalement aller dans tous les stéréotypes je voudrais aller à l'encontre un petit peu des représentations sociales et je voudrais pouvoir aussi démontrer autre chose que cette vie à la rue. Et donc dans les textes, j'aimerais aller à la fois dans des histoires de vie, oui, mais je veux surtout co-construire avec eux, c'est-à-dire que je veux pas raconter à leur place, je veux faire avec eux. Donc dans l'idée d'écrire, c'est écrire avec leurs mots ou écrire avec ce qu'ils ont envie de transmettre, mais c'est surtout pas partir de moi, mais c'est vraiment partir avec eux sur ce qu'ils ont envie de dire de cette histoire, en allant toujours rechercher qu'est-ce qui fait la beauté de cette image et qu'est-ce qui fait la beauté de votre parcours, ou au contraire, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un choix, mais en tous les cas, j'aimerais aller raconter ce qui est inracontable. Donc j'aimerais prendre du temps avec eux pour déconstruire et prendre le temps et raconter à leur façon. Alors est-ce que ça sera que de l'illustration d'un moment clé, d'un parcours, d'un projet, d'un rêve, j'en sais rien. On ne sait pas encore quelle forme ça prendra, mais en tout cas, je m'engage à le faire avec eux. Donc ce sera des textes. Mais après, moi, pour ma partie, en ce qui concerne ma partie de mes chapitres sur les gens un peu en mode de vie alternatif, parce que voilà, ça c'est pour la partie de Delphine avec les gens de la rue. Pour ma partie, il y aura beaucoup moins de textes. Moi, ce que je me contenterai de faire, c'est des portraits et un cadre de vie. C'est-à-dire que on présente un personnage et son cadre de vie. C'est-à-dire soit son véhicule, si c'est son véhicule, son cadre de vie. Mais par exemple, pour le sujet qui m'intéresse, là, du jeune homme qui habite en ermite dans le parc du Mercantour, ça sera son cadre de vie, quoi. C'est-à-dire la nature, son potager, son autonomie énergétique. Voilà, c'est la façon dont il vit. C'est ce qui m'intéresse, quoi, aussi, avec son portrait et sa personne. Mais autour des photos même de ces gens atypiques, je pense qu'on peut faire des textes qui valorisent et qui mettent en valeur comment ils en sont arrivés là, en fait, dans leur trajectoire, et qu'est-ce qui fait qu'ils ont des croyances qui font cette vie-là aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont une histoire à nous raconter autour de ça. Moi, ce qui me passionne, c'est justement d'aller échanger. C'est peut-être ce trait commun, finalement, mais c'est que chacun a son histoire, quoi. Oui, effectivement. Ouais. Et oui, je pense qu'ils en arrivent là pour... Voilà. Moi, je me projette d'aller faire le portrait d'Alain Damasio. Je vais aller dans son lieu de vie au-dessus de Sisteron, là, dans le massif des Bauges. Bon, je vais essayer de le photographier, lui, mais son cadre de vie et son environnement où il habite aussi, quoi. Effectivement, sa philosophie de vie, quoi, en fait, t'essayes de capter en image. J'aimerais revenir sur une petite chose que tu as dite, Delphine, concernant les mots, les vocabulaires. Ils utilisent des mots spécifiques, propres à eux, un code de langage. Est-ce que ce n'est pas dans l'idée de se faire comprendre par des personnes et ne pas se faire comprendre par d'autres? Tous les milieux, je pense, ont leur propre code de langage qui permettent d'avoir une identité et de se comprendre les uns les autres. Donc la rue a son langage, c'est très certainement, mais qui n'est pas très spécifique. Par contre, je dirais que la dureté de la vie fait qu'ils ont des codes sociaux où on peut ne pas être très habitué, en fait, et ce qui fait que ça les rend si invisibles, et si impénétrables dans leur façon de parler, d'échanger, c'est qu'ils ont une façon d'être qui donne pas envie de rencontrer l'autre, en fait. Et une fois qu'on a passé cette barrière de « Ok, je passe l'apparence et je viens à ta rencontre pour d'autres raisons », alors on se rend compte que c'est des gens comme vous et moi et qui avons le même code, en fait, de langage, et il n'y a pas de spécificité, je dirais, mais je dirais plutôt que c'est cette barrière, en fait, relationnelle qu'il faut déjà rompre, en fait, pour s'intéresser à l'autre. Voilà, je dirais que c'est plutôt la dureté de l'image que ça renvoie, que d'être à la rue, qui donne cette impression qu'on ne va pas pouvoir communiquer. Une fois qu'on a dépassé ça, je pense qu'il s'ouvre encore un autre monde. Enfin, je pense que papa s'en est rendu compte quand il est venu. En fait, il y a eu une phase d'émotion de se dire, mais voilà, je sais pas, il me semble qu'il y a
Ah bah moi j'ai beaucoup d'émotions quand effectivement je vais à leur rencontre, hein, et j'essaye de transmettre ça justement en images aussi, quoi. Il y a des codes de rue, c'est plutôt des façons de vivre en fait, qui sont, au-delà du langage, c'est des façons de vivre qui sont spécifiques. Ouais. Donc durant ces textes, les personnes parleront alors de leur parcours, de leur vie passée. Alors là, ce sera leur choix, hein, c'est ça? Ça peut être l'instant présent aussi. Ouais, ou leurs rêves. Ou leurs rêves. Moi, dans le cas de mes reportages, effectivement, c'est leur rêve, hein, effectivement, qu'ils réalisent. Il y aura également des illustrations, c'est ça? Oui, alors c'est tout nouveau. C'est encore une histoire familiale. On a ma belle-fille qui s'appelle Juliette, qui est dans l'illustration et qui aurait aussi l'ambition de pouvoir s'associer à nous pour tenter de mélanger dans ce projet l'illustration, la photo et les textes. Donc ça, c'est en projet, en construction. D'accord. Toujours ce lien avec la proximité. Tout à fait. La proximité de la famille, la proximité avec les personnes que vous accompagnez, que vous et l'intérêt que cette personne elle apporte à notre projet aussi, quoi, parce que c'est spontané. Elle t'a demandé tout de suite de participer à ce projet, quoi. Donc. J'aimerais revenir sur cette idée de mise en valeur. Alors vous mettez en valeur des personnes qui pensent ne pas avoir de valeur ou ne pensent ne pas être mis en valeur. Je pense que c'est un peu le point commun de tous, là. Non. Pas tous. Non. Moi, je pense non à ces gens qui m'émerveillent toujours, encore une fois. Eux ont leur propre valeur, mais j'essaye de mettre en lumière différemment, d'apporter une petite touche personnelle par rapport à ce qu'ils font ou ce qu'ils sont, ne serait-ce qu'en matière de scène musicale, par exemple. Ils ont leur propre art qu'ils maîtrisent. Mais moi, à travers mes photos, j'essaye d'apporter un petit quelque chose qui est ma touche personnelle. Et donc, à chaque fois, c'est ce que j'essaye d'apporter, quoi, en plus, quoi. C'est une espèce de griffe personnelle de ma vision des gens. Mais pour Delphine... Oui. Dans l'autre partie, oui, effectivement, je dirais que c'est des personnes qui se considèrent sans valeur. Pour autant, quand on leur dit qu'elles vont faire la une dans un livre, du coup, hein, on y va quand même avec le grand jeu, ça les fait beaucoup rire en disant « mais qui tu veux qui achète ce livre qui parle de nous ?» Et effectivement, elles ont beaucoup d'humilité en disant « mais ça va intéresser qui, notre histoire? Ça va intéresser personne, Delphine, il n'y a que toi que ça fait rêver. » Effectivement, pour l'instant, il n'y a peut-être que nous, mais si on y croit à plusieurs, alors je leur dis, on aura de la force, on y arrivera. Mais c'est d'y croire à leur place, en fait. Je dirais que leur donner de la valeur, c'est de leur démontrer qu'ils en ont, même s'ils n'y croient pas. Et moi, j'ai toujours cru en ça, de leur dire, mais vous avez une vraie valeur, vous avez une vraie place, alors peut-être qu'elle est pour moi, mais le fait d'y croire, je pense que ça permet de semer des graines et de se dire, il y en a d'autres qui vont y croire aussi. Et la meilleure façon de leur donner cette place-là, c'est d'y croire avec eux. Alors, ils disent pas... il y en a qui font de l'humour en me disant est-ce que tu crois que demain, je vais devoir signer des autographes sur le trottoir? Je leur dis peut-être. En tous les cas, je pense que même si elles n'osent pas dire ça me donne de la valeur, elles ne le diront pas comme ça, c'est forcément touchant et impactant. Ça ne peut pas avoir d'autres façons de le vivre. En tous les cas, moi, j'aime planter ces petites graines qui leur donnent une place. Ça, c'est important pour moi. Et j'ai relevé une petite chose aussi en préparant l'émission, qu'il y a cette idée d'aller au-delà des apparences. Eh oui. Oui, je pense qu'avec mon papa, tu veux me répondre peut-être, on a une grande sensibilité. Et... Oui, c'est peut-être le moteur qu'on a en commun, effectivement. Oui, c'est d'essayer de casser un petit peu l'apparence des gens et de voir qu'est-ce qu'il y a véritablement derrière. Ouais. Et c'est vrai que peut-être en matière d'image, c'est ce que j'essaye de faire. Moi, par exemple, ce qui me fascine, c'est les artistes, par exemple, c'est la transformation, cette capacité de transformation quand on les voit hors scène et quand ils montent sur scène, quels qu'ils soient d'ailleurs, à quelque niveau de leur art qu'ils soient. Moi, par exemple, j'ai eu des copains, des copines qui faisaient du théâtre
Et j'étais émerveillé par leur capacité de transformation, c'est tout qu'ils jouent dans une pièce, quoi, qu'ils jouent un rôle, qu'ils jouent un personnage. Et cette capacité de transformation, c'est ce que j'essaye de saisir aussi à travers les images. J'essaye de saisir ce moment-là, quoi. Ils sont plus dans notre monde. C'est des gens qui changent de monde, quoi, qui sont ailleurs. Et c'est cet instant-là qui me fascine et que j'essaye de capter, quoi, à travers les images. Ce livre concernera des personnes hors normes. Comment percevez-vous ce mot, hors norme? C'est un terme générique, hein. C'est un gros sac où on peut mettre plein de mots-clés dedans, pour moi en tout cas. C'est la résistance par rapport à un système. C'est vivre ses rêves aussi, c'est-à-dire mettre à bien ce qu'on en rêve et le mettre en pratique, c'est-à-dire choisir sa vie, contrairement à ce que beaucoup font malheureusement, c'est la subir. Et pour moi, subir sa vie, c'est quelque chose d'assez terrible, quoi. Donc je suis émerveillé par les gens qui vivent la vie qu'ils ont envie de vivre. Ça m'émerveille toujours. Ça m'émerveillera encore pendant longtemps. C'est-à-dire les artistes, effectivement, mais n'importe qui d'autre, artiste ou pas. Tout le monde est artiste pour moi à partir du moment où on est capable de réaliser ses rêves. Mais aussi, oui, c'est les grands utopistes. Moi, les grands utopistes me fascinent. Bon, il y en a qu'un qui me fascine pas beaucoup, c'est des milliardaires, là. Enfin bref, ils me fascinent pas trop, ceux-là. Mais sinon, les utopistes de notre classe, oui. Après, c'est les anticonformismes, effectivement, ça pour moi c'est un grand mot, l'anticonformisme, l'irrévérence, j'adore l'irrévérence. Je te ferai la traduction. Oui, si tu veux. L'irrévérence, c'est quelque chose qui me plaît énormément. On la trouve dans pas mal d'art, quoi, l'irrévérence. Et c'est quelque chose qui me plaît bien. Enfin voilà, c'est tout en fait, le hors-norme, pour moi, c'est un package où je mets plein d'autres mots-clés dedans qui m'intéressent. Et Delphine ? Je pense que je rejoins assez mon papa sur ça, mais pour moi, j'ai rencontré tellement de vies singulières que je dirais qu'on est tous un peu hors normes. On est tous hors normes à notre façon, mais je dirais que par contre, la nuance, c'est qu'il y en a qui vont pouvoir poursuivre leurs rêves et passer des caps et de transformer leur vie pour devenir ce qu'ils ont envie d'être. Et puis d'autres, le hors norme, il est que dans leur tête et physiquement, on passe pas à l'acte en fait. Et du coup, ceux qui nous illuminent un peu avec mon papa, je pense qu'on a un peu les mêmes en tête, c'est ceux qui ont réussi à franchir des étapes de vie qui font qu'on transforme de la matière en façon de vivre. Et ce qui me fascine, moi aussi, du coup, dans l'envers du décor, c'est pour ça qu'on appelle un peu le fil conducteur de ceux qui sont dans la rue par défaut, par non-choix, et ceux qui ont vraiment fait une transformation de leur vie pour en arriver à des vies presque utopiques parce que finalement, ils s'en fichent du regard des autres. C'est comment on arrive aussi à assumer, même dans le plus grand des malheurs, le fait d'être dans cette situation-là. Et je dirais que le hors-norme, il est chez plein de monde, en fait. Il est chez monsieur et madame tout le monde. C'est comment on l'assume, plutôt, ce côté hors-norme. On a beaucoup parlé de l'autre, d'autrui, durant cette émission. Et vous, qu'est-ce que vous apporte ce projet, ce qui vous anime dans ces rencontres, par exemple ? Moi, c'est toujours ce qui m'a toujours intéressé, c'est découvrir les autres. Hein. Déjà, dans mon premier travail à l'hôpital, je travaillais aux urgences. Donc, j'ai passé toute une vie à découvrir les autres et des gens qui étaient complètement différents de moi. Et donc, pour moi, ça a été une grande expérience de vie à travers mon travail aux urgences. Mais pour le coup, je continue à travers la photo. Je pense que mon appareil photo, c'est juste un médium, c'est juste une façon d'approcher les autres. C'est c'est une façon d'approcher les autres et de m'interposer avec eux, justement. L'appareil photo, c'est... tu interroges l'autre, puis toi tu te caches bien derrière. Il y a peut-être un petit côté comme ça aussi, quoi. Effectivement. J'aime bien interroger l'autre.
je préfère. Et toi, Delphine? Alors ce projet, je pense qu'il a plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau où je pense que c'est super valorisant pour moi que de dire pendant 20 ans, j'ai couru après les plus précaires et ça permet de mettre en lumière, de mettre en valeur en fait des choses pour lesquelles j'ai des vraies croyances et un vrai socle de croyances qui m'ont construit mon identité aussi. Je dirais que ça parle de mes valeurs en fait, tout ça. Et je suis assez fière de pouvoir... tenter de mettre en valeur aussi mes valeurs. Voilà, je dirais comme ça. Ça parle de moi, mais aussi je suis assez convaincue et assez heureuse de pouvoir le construire avec mon papa, pour lequel j'ai l'impression aussi qu'on peut échanger sur ces valeurs communes, et finalement ça fait un projet qui a du sens familialement parce que ça permet d'échanger sur le comment on s'est construit aussi dans notre identité et qu'est-ce qui fait... qu'on a autant de raccords en fait sur ces façons de voir la misère humaine, l'humanité, le lien, la solidarité, enfin tous ces mots-clés là dont il parle souvent, on se retrouve sur un projet commun, et je trouve que c'est fort de se retrouver sur un projet commun. Et même si on vend 3 livres, on vend 3 livres, mais en tous les cas ça nous aura fait parler, ça nous aura fait parcourir des rues, ça nous aura fait parcourir des villes, et ça nous fait rêver en fait. Et je crois que c'est le mot rêve qui nous convient, c'est on aime bien rêver en fait, et on est un peu utopique derrière nos idées. Mais je tiens à rajouter que tous mes projets sont partis d'une utopie, et souvent je suis partie d'un tout petit rien, et d'un petit rien, à force de planter des graines, ça nous arrive vers quelque chose de beaucoup plus grand, et moi ça me fait vivre tout simplement. Claude et Delphine, on va écouter maintenant la deuxième chanson que vous avez choisie pour cette émission, Golden Girls de Devendra Banhart, c'est ça? Oui. Pour quelle raison vous avez choisi cette chanson? Moi, c'est une musique qui me fait un petit peu planer, qui me projette encore une fois dans le rêve, effectivement. Là, pour le coup, c'est pas le même rêve qu'avec Bertrand Belin, dans la mesure où je comprends pas les paroles, mais c'est plutôt le rythme musical qui me fait envoler. Et puis le mode très soft. Et on va s'envoler avec Devendra Banhart et la chanson Golden Girls. Et restez avec nous sur KTB Radio. You believe in visions and prayers, but you don't believe in what's really there. You're a young man on the dance floor, a young man in a young man's world. Get on the dance floor, 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 get on the dance floor. Et vous êtes toujours dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Delphine Méry, éducatrice spécialisée et formatrice. Claude Méry est également avec nous, photographe. Et vous êtes réunis autour d'un projet de livre mettant en valeur des personnes qui ont des modes de vie alternatifs, atypiques, hors normes. Alors Delphine et Claude, ce projet est en cours de travail. Et vous êtes en recherche d'une maison d'édition, c'est bien ça? Oui, pour l'instant on n'a pas trop de pistes, on fait donc appel à tous ceux qui pourraient effectivement être intéressés par un projet comme ça. Bon, on n'a
pas des ambitions démesurées, je pense, hein. Mais voilà, quoi. Est-ce que c'est un sujet qui peut intéresser un éditeur? On fait un appel, effectivement, hein. Pourquoi pas? Et l'argent sera reversé à des associations, Oui. des... L'idée, ça serait de se servir comme socle, du coup, l'association Hollywood, qui est déjà existante, qui est en pause, qui est pour l'instant en sommeil, mais qui pourrait, mais qui a déjà une existence, et qui pourrait servir voilà, de soutien pour les personnes qui seraient associées à l'association. Et est-ce que vous avez d'autres projets ou des projets À parallèles? titre personnel, oui, moi j'en ai un qui est en train de se concrétiser avec le CDR, donc à Vennes. Je vais assurer des modules de formation photo à visée de photos de spectacle, donc spécialité photo de spectacle. Et donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur, que j'ai formulé il y a déjà quelques temps, puis qui est repris par le CDR, donc on peut l'annoncer déjà. Et sinon, mon plus grand projet qui reste un petit peu toujours en suspens, parce que c'est un manque de moyens. J'aimerais bien un jour faire une exposition, ouais, effectivement, ouais. Mais une exposition un peu particulière. Hein. J'aimerais bien faire des tirages XXL, et puis sur des sites naturels, quoi, c'est-à-dire en pleine nature. C'est-à-dire soit des arts de rue, tirer sur des grands formats sur bâche et faire sur des sites naturels, soit carrément sur des sites de festival, effectivement mes photos de spectacle sur des sites de festival, mais version XXL sur bâche. Donc voilà, ça serait un projet que j'aimerais bien un jour réaliser. Ça va se réaliser. Je le souhaite, je mets tout en œuvre. Et toi, Delphine? C'est toujours dur de trier mes projets parce que je crois que Il y en a tellement. j'en ai toujours trop en fait sous le coude. Mais après, j'ai des grands projets professionnels, oui, mais que j'ai déjà commencé, puisque j'ai transformé en créant un organisme de formation depuis quelques années, et je me suis lâchée là, depuis le mois de septembre. Donc mon projet, il est vraiment de pouvoir poursuivre mon inscription dans la formation et que mon entreprise fonctionne. Ça, oui, c'est le projet pour les années à venir. Mais j'ai surtout l'idée, dans ces axes de formation, de pouvoir parler de façon authentique aux personnes que je forme. Et donc, la meilleure façon pour moi de parler authentique auprès des personnes que j'accompagne, c'est de créer un collectif avec les personnes concernées par des problématiques sociales, et que ce soit elles qui viennent construire avec moi des formations auprès des salariés et auprès des... Voilà, donc l'idée a déjà germé, et de pouvoir réunir des jeunes, des personnes âgées, que ça soit intergénérationnel, et que ça permette de parler des vraies problématiques sociales, mais en les emmenant en tant que formateur PAIR, ça s'appelle, PAIR, en école, en travail social, dans des associations, etc. Mais ça se fait déjà, mais j'aimerais vraiment réussir à créer un collectif dans ce sens-là. Et est-ce que je peux me permettre de parler d'un possible futur projet qu'on aurait en commun? Oui, j'aimerais, bien sûr. Tu peux, Romain. Vas-y, je te laisse la parole. Alors, je ne sais pas si c'est ce à quoi je t'ai interpellé, mais je fais depuis plusieurs années, j'enregistre des fois dans la rue des personnes que je rencontre. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'enregistrer. Et j'adore faire des interviews de rue. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. C'est ça. Voilà. Et nous, on serait intéressés pour diffuser ces enregistrements, donner la parole à des personnes en difficulté, tout simplement. Donc maintenant, j'ai un nouveau projet, ça serait de partir avec Romain, sillonner les rues pour rencontrer des personnes atypiques. Voilà, c'est un projet. C'est un vrai mais en projet. tout cas, ça nous Et je peux intéresse me beaucoup. greffer à ce projet pour faire des images. On réunit les forces, nos forces, c'est Tout à ça? fait. Et nos talents, surtout, nos compétences. Nos talents. Vous savez que KTB Radio est une radio libre. Souhaiteriez-vous aborder un sujet qui vous tient à cœur, un coup de gueule, un coup de cœur, une rencontre? Moi, le coup de gueule actuel, c'est la paupérisation de la population, quoi. Ça me travaille énormément.
j'assiste autour de nous à une paupérisation de la population, c'est-à-dire des gens qui peuvent plus subvenir à leurs moyens, à leur niveau de vie, plus payer leur loyer, leurs charges, leur électricité, leurs soins. On a de plus en plus de mal à se soigner. On le constate au quotidien, et ça m'horripile à notre époque, quoi. Je ne supporte pas. Et j'en veux énormément à nos politiques, je leur en veux énormément, parce qu'ils en ont cure, et ça me révolte. Ils sont là pour du blabla, et point barre, c'est tout, quoi. Il n'y a personne après dans l'action, quoi. Delphine ? Je dirais que mon coup de gueule rejoint celui de mon père. Je dirais que je suis un peu révoltée sur le système qui se dégrade, et je suis très affectée par nos métiers. Du coup, j'aurais envie simplement de passer le bonjour et de remercier tous ces professionnels de terrain qui œuvrent tous les jours auprès des plus démunis, tous ces bénévoles en fait qui s'acharnent aussi pour essayer de nourrir des populations qui crèvent la dalle, les gamins qui mangent une fois par jour, ces familles qui s'endettent, etc. Et il y a des petites mains là qu'on voit jamais, qui sont toujours dans l'ombre, les éducateurs spécialisés, les infirmiers, enfin tous ces métiers-là dont on parle peu finalement, et qui osent pas des fois faire la grève parce que il faut qu'ils soient auprès des personnes en fait, tout simplement, et du coup c'est pas des métiers qui vont revendiquer leur place. Et pour le coup, s'ils s'arrêtaient un jour pour de bon, et qu'on voyait la vraie souffrance des personnes et des populations dont ils s'occupent au quotidien, les personnes handicapées, on en passe là, des populations vieillissantes, des populations, tout ce qu'on veut, l'enfance en danger, je pense que si la misère humaine ressortait d'un coup, on se rendrait compte de l'importance qu'ont ces métiers-là. Voilà, donc mon coup de gueule, ça serait de dire, est-ce qu'on pourrait un peu parler de ces travailleurs de l'ombre qui font, moi j'appelle ça du travail de dentelle et du travail de précaution, qui font avec très peu de fil, mais qui font une vraie broderie en fait dans l'humanité. Et c'est un métier, en tout cas c'est mon premier métier, et j'y crois toujours en fait, de me dire c'est grâce à ces professionnels-là que le système par moment il tient malgré qu'il s'effondre, et ça tient aussi un peu grâce à ça. C'est là où il y a une divergence d'opinion, c'est que malheureusement, moi j'ai peur que notre système il soit encore plus cynique. On le voit par exemple à Mayotte actuellement, hein, où il n'y a toujours pas de secours. Enfin bref, il y a rien, il n'y a pas de solidarité. Quand on en parle, on blablate, mais les gens sur le terrain, ils font avec rien, et il n'y a toujours rien qui arrive, quoi. Et notre système, il devient cynique. Enfin moi, voilà, c'est mon constat, quoi. Et ma révolte est là. Claude et Delphine, on arrive au terme de l'émission. Il va falloir se quitter. Merci Delphine, merci Claude. Merci de nous avoir donné la parole. Merci. Et merci d'avoir participé à ce programme, d'avoir partagé avec nous ce beau projet. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on se quitte pas tout de suite. Pour terminer l'émission, on va écouter une dernière chanson que vous avez choisie, qui s'appelle Reckoning Song, One Day, d'Asaf Avidan. Pour quelle raison ce choix? Alors c'est Delphine qui a choisi, c'est ça? Delphine. Pourquoi cette chanson? Un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur, un gros coup de cœur, faut avouer, là, effectivement, c'est un gros coup de cœur. C'est pareil, je pense que ça fait partie des personnages un peu atypiques, un poète punk qui sort du lot avec une voix qui est très particulière, et moi j'ai un gros coup de cœur pour sa personnalité et sa voix, et ses chansons, qui sont à la fois mélancoliques, douces et remplies de poétisme. Merci. Merci. Delphine, merci Claude. Un grand merci à tous les deux et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Dans la rue. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle également que vous pouvez télécharger les applications gratuites, c'est important, c'est gratuit, depuis Play Store et App Store, pour nous écouter où que vous soyez. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux également. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux avec pour invité Delphine Méry, éducatrice spécialisée et formatrice. Et également Claude Méry était avec nous, qui est photographe, pour nous parler d'un projet de livre pour mettre
en valeur des personnes qui ont des modes de vie atypiques ou alternatifs. Et nous nous quittons en chanson avec Asaf Avidan et la chanson Reckoning Song, One Day. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why you had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but a rich man can't imagine Paul. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think you're true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane that's stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be one day. Baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told.